monde. Je m'appelle Karine Igartua, je suis la présidente de l'Association des psychiatres du Québec. Et je viens vous parler, mon titre est l'avantage et les inconvénients d'une légalisation imposée. Parce que, effectivement, ce n'est pas les psychiatres qui ont choisi la légalisation, on s'est vu imposer cette légalisation. Et mon discours va être sur un petit peu comment on s'est positionné face à ça et tout le lobby que nous avons fait à l'Association des médecins psychiatres du Québec. Donc, comme le veut la tradition en Amérique du Nord, la divulgation des conflits d'intérêts, donc je veux simplement souligner qu'il n'y a aucune compagnie producteur de cannabis qui me rémunère d'une façon quelconque. Les objectifs aujourd'hui, ça va être de présenter le parcours vers la légalisation au Canada et plus spécifiquement au Québec, de vous décrire les inquiétudes de mes membres psychiatres face à cette légalisation et finalement de décrire les stratégies que la MPQ a utilisées pour minimiser les effets potentiellement néfastes d'une légalisation. Bienvenue. Alors, d'abord, le contexte sociopolitique du cannabis au Canada. On commence avec la prohibition, comme tout le monde. En fait, l'histoire de la prohibition, en 1923, il a commencé à avoir des écrits sur a new drug, donc une nouvelle drogue, pas quelque chose qui était un fléau social, quelque chose qui arrivait sur le marché, qu'on commençait à voir au Québec. Ça résonne. Tiens, tu sais ce que tu fais? Peut-être que tu as besoin d'être à côté pour passer tes diamants. Oui, c'est ça. Bon, recule un peu. Ah, je sais ce que je fais. Je te mets là, je te dis clic. Voilà. Qu'est-ce que je ne ferai pas? Ah, c'est bon? OK, donc, on fait simplement ajouter à ce moment-là le cannabis à le Act to Prohibit Improper Use of Opium and Other Drugs. En 1923, le Canada était beaucoup moins avancé sur le bilinguisme, donc la loi à ce moment-là s'appelait ça. Donc on ajoute le cannabis à une liste de produits qui étaient déjà prohibés, dont l'héroïne, la codéine, l'opium, la morphine, la cocaïne, etc. Donc ça reste comme ça pendant beaucoup de temps, jusqu'à... Clic. Oui? Jusqu'à ce qu'on légalise le cannabis médical, d'abord en 1999, et on met quelques exceptions dans la loi, mais finalement, plus en 2001, il y a la loi pour le cannabis, la marijuana, ils l'écrivent avec un H à l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, pour des fins médicales. Et à ce moment-là, ça sera que le produit séché, que la cocotte, que l'herbe, en fait, qu'on va permettre, jusqu'en 2016 où il y aura un changement de règlement où à ce moment-là, on permettra d'autres formes que le cannabis séché, donc les huiles particulièrement. Et on permet à ce moment-là, pour ceux qui ont une prescription pour utiliser du cannabis médical, d'en produire chez eux. Donc ça, c'est en 2016. Prochaine diapo. Donc, on arrive avec Justin Trudeau, qui, les gens disent, est le premier ministre le plus handsome, le plus galant, le plus beau, le plus sexy, oui. Voilà, ça prend l'auditoire féminin pour le dire. Justin Trudeau qui, dans sa campagne électorale, promet de légaliser le cannabis. La petite histoire derrière Justin Trudeau, c'est le fils évidemment de Pierre Elliott Trudeau, qui était un très très grand premier ministre canadien, et le fils de Margot Trudeau, qui était la femme de son père, évidemment, mais qui aussi était connue non seulement pour un trouble bipolaire, mais aussi pour l'utilisation du cannabis. Donc, il y a toutes sortes de discours sur pourquoi le fils a décidé de légaliser, si ça avait un lien avec sa famille, ou si c'était tout simplement une façon d'amener les jeunes aux urnes et de se faire élire. Mais bref, il avait promis de légaliser le cannabis pour la fête du Canada le 1er juillet 2018. C'est alors qu'il est élu. En 2016, le gouvernement fédéral produit une loi qui est la loi C-45 et qui explique l'âge légal qui sera 18 ans, mais en laissant le loisir à chaque province de déterminer un âge minimal en autant que c'est minimalement 18 ans. Donc, parce que au Canada, les différentes provinces ont différents âges pour l'alcool. Donc, certaines provinces comme le Québec, c'est 18 ans, en Ontario, c'est 19 ans. Donc, dans la loi fédérale, on mettait une barrière à 18 ans en disant aux provinces, vous pouvez augmenter si vous voulez.
On permettait aux gens de posséder jusqu'à 30 grammes. On permettait aux gens de cultiver jusqu'à 4 plants à la maison. Il y avait évidemment un renforcement des peines, mais aucun produit dérivé pour le moment dans la C-45. Ce qui est important, c'est que le fédéral délègue aux provinces toutes les mesures d'application des lois, ce qui a fait que les provinces ont dû se dépêcher pour, en ayant le cadre légal de C-45, aller vers leur plan de distribution. Donc, le projet de loi 157 au Québec a été déposé par la suite. On maintient l'âge légal de 18 ans, parce qu'au Québec, c'est l'âge pour l'alcool. On interdit la culture à domicile. Pourquoi? À cause des risques d'intoxication accidentelle des enfants. On voit dans certaines juridictions où il est possible de pousser du cannabis à la maison, que les enfants en ingestent, contrairement à l'alcool, on peut garder dans un cabinet caché avec une sous-clé. Les plants de cannabis ont besoin de lumière, ils ont besoin d'être sur le bord des fenêtres. C'est beaucoup plus difficile à contrôler l'accès aux enfants que ça peut l'être pour l'alcool. Donc, le Québec a pris cette décision-là. Aucune promotion ou publicité visant à inciter la consommation. On encadre les lieux de consommation, donc pas dans les écoles, pas autour des écoles, pas dans les terrains de jeu destinés aux enfants. Mais on laisse une grande latitude par rapport aux municipalités pour décider si, oui, dans la rue, pas dans la rue, près des édifices publics ou pas, dans les parcs ou pas. On laisse cette latitude aux municipalités. Encore une fois, aucun produit comestible. Et c'est pas parce que le législateur voulait carrément l'empêcher, c'est plus parce qu'il ne savait pas comment le réglementer. Donc, pour l'instant, interdit jusqu'à temps qu'on soit capable de trouver comment le réglementer. Et évidemment, un encadrement plus sévère pour la conduite automobile. Prochaine. Donc, c'est dans ce cadre-là que la MPQ se mobilise. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au Québec, nous avons une association des psychiatres. Donc, tous les psychiatres qui travaillent au Québec, on est presque 1200, font tous partie de mon association. C'est la force que nous avons, c'est qu'on a une voix qui parle au nom de tous les psychiatres. Donc, on a fait un sondage suite au fait que le conseil d'administration a trouvé que c'était un enjeu important. On a d'abord sondé nos membres et malgré qu'on leur a donné un court temps pour répondre, juste 5 jours au mois de mai, il y a quand même un 30% qui est vraiment... Pour le sondage de psychiatre, je ne sais pas si c'est comme ça ici en Europe, là, mais pour nous, quand on sonde les gens répondent pas. Hein? Alors, 30% de mes membres répondent en dans 5 jours, ça témoignait de l'intérêt quand même de la chose pour le clinicien moyen. On a regardé les énoncés de position qui avaient déjà été émis par les sociétés savantes et on a fait une revue de littérature sur ce qui s'est fait ailleurs dans le monde. Donc, je vous présente d'abord les résultats du sondage rapidement. Donc, quand je vous dis que c'est une légalisation imposée, 52% des psychiatres étaient contre la légalisation. Donc, c'est imposé pour la majeure. Vous voyez les âges ici, 41 fixerait l'âge minimum à 21, 37% à 25 et 17% à 18 ans. La grosse majorité croit que la légalisation va entraîner une hausse de consommation chez les jeunes adultes en âge de consommer, ainsi que chez les jeunes adultes âge légal de consommer. Prochaine diapo. Bon, ça c'est sur les troubles psychotiques, donc on croit que ça va assombrir le fonctionnement, le rétablissement, le prognostic, que ça va entraîner une augmentation des coûts reliés aux services de santé, reliés aux services psychosociaux. Et 96% des membres qui avaient répondu au sondage demandent à la MPQ d'entreprendre un lobby actif, ce que pour les troubles psychotiques, ça je vais passer rapidement. Donc, l'âge moyen des symptômes, la fréquence, la sévérité augmentée. Prochaine diapo. Pour les troubles de substance, utilisation des substances, même chose. Prochaine diapo. Pour les troubles de l'humeur et troubles anxieux, un petit peu moins convaincus, mais quand même, on s'inquiète. Et ici, j'avais posé la question parce que les patients nous demandent souvent, « Mais oui, mais moi, je prends du cannabis pour mon anxiété. » Alors, on avait demandé aux psychiatres s'ils voyaient ça comme un traitement alternatif et seulement 8% ils voyaient une alternative de traitement pour les troubles
anxieux et dépressifs. Ailleurs dans le monde, je vais y passer rapidement parce que je pense que ma collègue va parler de ça. Simplement pour dire que ce qu'on a constaté, c'est quand on légalise, il y a une banalisation qui arrive et potentiellement une augmentation de disponibilité du produit. Ouais, donc, oups, juste retourne en arrière. Donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que dans les marchés légaux, la teneur en THC augmente au fur et à mesure que le marché arrive. Et vous avez ici Medicine Man Marijuana, le CEO, qui dit « I think we're the best industrial growers of cannabis in the world ». C'est sûr que quand on n'a pas besoin de se cacher, on peut se permettre de peaufiner notre art. Hein. Donc, au Colorado, on a essayé de mettre une limite, merci, au taux de THC après la légalisation, et ça n'a pas marché. On continue. Amsterdam, même chose, on a essayé de mettre une limite à 15% de THC, ça n'a pas marché non plus. Ce qui nous a amené à nos recommandations, que vous voyez ici, on a fait on nous a dit, les parlementaires, ils ont besoin de quelque chose de simple. Vous pouvez pondre des papiers, puis tout ça, mais il faut que ça tienne sur une page, il faut que ça leur parle. Alors, vous avez ici, essentiellement, nos 10 recommandations, avec fixer l'âge minimal à 21 ans. Pourquoi? Pour 2 raisons. Un, pour contrer la banalisation, pour dire c'est pas la même chose que l'alcool. Et deuxièmement, pour parler de la maturation du cerveau et du fait que le cerveau continue à se développer jusqu'à l'âge de 25 ans et que le cerveau est particulièrement fragile aux cannabinoïdes pendant cette période-là. Ensuite, les autres recommandations, déterminer une concentration maximale de THC d'emblée, parce qu'on s'est dit, si vous attendez plus tard, ça sera impossible de le faire, le lobby va être trop gros. Interdire la publicité, interdire la culture à domicile, adopter un modèle de distribution qui n'est pas une logique de profit. Donc, nous, au Québec, l'alcool est vendu à un magasin d'État qui s'appelle la Société des alcools du Québec, mais qui a comme but de renflouer les coffres du gouvernement. Donc, elle a toutes sortes de promotions pour vous suggérer d'acheter 3 bouteilles au lieu de 2, d'avoir 10% si vous allez tel jour. Donc, il y a toutes sortes de promos qui est faites pour amener les gens à acheter de l'alcool. Et on s'est dit, il ne faudrait pas que ça soit la même logique de profit pour le cannabis. Intégrer un programme d'éducation dans le cursus scolaire, outiller les parents à être capables de parler du cannabis, parce que la légalisation, elle a ça de positif. Elle permet aux professeurs, aux parents, aux médecins de parler du cannabis aux adolescents et leur donner l'information afin de pouvoir réduire les risques. Et finalement, utiliser l'argent qui vient de la vente de cannabis pour subventionner les soins de santé, particulièrement pour les premiers épisodes de psychose et pour les programmes de désintoxication. Oui? Donc, j'ai l'impression... Hein? Non, ça va, j'ai comme l'impression d'être speedée, je sais pas. Est-ce que je parle trop vite? Non, ok. Est-ce que tout le monde comprend? C'est une blague. Je pourrais parler en joual québécois, là, je vous perdrais tous. Donc, la première chose qu'on a fait, on a émis nos 10 recommandations avec en titre majeur, pas avant 21 ans. On s'entend que ce n'était pas notre recommandation la plus importante, mais c'était celle qui était porteur d'un message, c'était celle qui nous amenait à pouvoir parler de la banalisation, et c'est celle qui m'a valu 14 parutions radio, télé, presse en 36 heures à peu près. Donc, je n'ai fait que ça. On a suivi quelques semaines après avec une lettre ouverte aux médias qui s'appelle Léa et les Tam-Tam. Est-ce qu'il y en a ici qui sont déjà venus à Montréal? Oui. Yes. Oui. Donc, à Montréal, sur le Mont-Royal, le dimanche, il y a ce qu'on appelle les tam-tams, c'est-à-dire les gens viennent avec leur tambour et jouent et fument du pot, et c'est bien connu, tout le monde sait ça. Vous regardez dans le routard, n'importe quel livre sur Montréal, vous allez voir les tam-tams le dimanche. Donc, on a fait une lettre ouverte qui s'appelait Léa et les tam-tams, qui a suscité aussi beaucoup d'intérêt. Et il y a eu des forums de consultation un petit peu partout dans la province, donc on a mobilisé des psychiatres en province à différents endroits pour répéter toujours le même message. Le cannabis, c'est pas banal.
ça peut aller bien pour plein de gens, mais ça peut déclencher des psychoses et on ne peut pas toujours savoir chez qui ça va déclencher une psychose. Donc, c'est un petit peu comme jouer à la roulette russe. Donc, c'est le message qu'on voulait véhiculer. On s'est dit oui, la légalisation, mais pas la banalisation. Donc, on continue. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer Léa et les tam-tams. Donc, ça vous donne l'image. Ça vous donne l'image des tam-tams sur le Mont-Royal. Et c'est essentiellement de ça que ça a l'air. Donc, c'est l'histoire de Léa, 19 ans, qui vient de terminer son cégep. Elle débute l'université en architecture. Avec son copain Simon, elle projette d'aller faire le tour de l'Espagne pendant l'été. Mais là, avec l'arrivée du beau temps, au mois de mai, ils décident de monter au Mont-Royal pour fêter. Ils fument chacun un peu de pot. Pour Simon, ça va bien. Il est balancé par les rythmes du tam-tam. Il trouve que c'est très smooth, la vie. Mais pour Léa, à un moment donné, elle commence à se sentir épiée. Elle commence à entendre des voix qui résonnent dans les tam-tams, qui disent « on va te tuer, on va te tuer ». Elle se part en courant. Elle entend les tam-tams qui continuent, ça commence à vibrer dans son cœur. Elle a l'impression qu'ils sont capables de la traquer à cause des bruits de son cœur, qu'elle ne distingue pas des bruits des tam-tams. Elle court dans le trafic et heureusement est interceptée par une policière avant de se faire frapper. Donc le but de ça, c'était pour changer le ton un petit peu de notre campagne. Notre campagne avait été beaucoup axée sur la science et les chiffres, et là on voulait donner un visage humain. Et il y a une phrase qui dit « Vous pensez que l'histoire de Léa, elle est rare ou elle est saugrenue ?» Mais non, l'histoire de Léa, c'est aussi l'histoire de Mathieu, c'est l'histoire de Paul, c'est l'histoire de Chantal, c'est l'histoire de Catherine. Et on a signé la lettre plusieurs psychiatres ensemble pour dire « Nous, on voit ces patients-là et on voit comment la psychose peut être dévastatrice pour les jeunes adultes et pour leurs parents. » Donc, il y a des gens qui ont été très... ça a suscité beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont dit qu'on était alarmistes et qu'on peignait ça vraiment très noir. Et les gens me disent « Oui, mais toi, tu vois pas les gens normaux. » J'ai dit « Effectivement, c'est pas pour les gens normaux que je parle. » J'ai dit « Moi, je parle pour les gens pour qui ça déclenche des psychoses, des gens pour qui ça déclenche des troubles de concentration, des troubles de fonctionnement au quotidien, des gens pour qui ça déclenche une addiction. Donc, c'est pour ces gens-là qu'on prend la parole. Donc, une fois qu'on avait perdu l'idée de l'âge, parce que le gouvernement avait été avec 18 ans, bien, on a dit, OK, si vous y allez avec 18 ans, est-ce que vous pourriez au moins limiter la teneur en THC? Puis, mettez deux limites. Mettez une limite pour les moins de 25 ans, puis une limite plus haute pour les plus de 25 ans. Ça aussi, on a fait un bout de chemin avec ça. Encore là, le but ultime, c'était de contrer la banalisation et de réexpliquer quels sont les effets du cannabis sur le cerveau. Donc, ça, c'était la troisième offensive médiatique, si on veut. On continue. Alors, là, on arrive à il y a 2 semaines. On a eu des élections au Québec, les libéraux ont perdu. Et la CAQ, la Coalition Avenir Québec, est entrée en chambre de façon majoritaire. Et la CAQ, alors qu'ils étaient le parti d'opposition, était venu nous voir et avait, eux, adopté l'idée du 21 ans et avait milité très fort pour que l'âge légal soit 21 ans. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils avaient fait la promesse de monter l'âge légal à 21 ans. Il s'agira de voir s'ils vont maintenir leur promesse, mais pour l'instant, le discours, c'est que oui, ils vont maintenir leur promesse. Le hic là-dedans, c'est que le cannabis est légal demain et la passation du pouvoir se fait que la semaine prochaine. Et même si la passation du pouvoir se fait la semaine prochaine, s'ils veulent changer la loi, il faut qu'ils passent par... il faut qu'ils ouvrent la chambre, il faut qu'ils en débattent en chambre, il faut qu'ils changent la loi. Donc, on en a pour au moins, s'ils font ça très rapidement, 1 mois. Donc là, les gens disent quoi? Les jeunes de 18 à 20 ans vont pouvoir acheter du pot au mois d'octobre-novembre, mais ils ne pourront plus à Noël. Là, ils disent, il va falloir s'adapter, transitionner, blabla. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire en réalité. Je sais que quand ils vont regarder ce que ça va leur coûter de faire ça à 21 ans et de perdre cette section du marché de 18 à 21 ans, on risque de voir qu'ils sont moins fermes dans leurs désirs. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je vous donne là où on en est aujourd'hui, 16 octobre 2018. La grande ouverture, il y a 12 succursales de la SQDC qui doivent ouvrir demain. Alors, ils auront, c'est les images qu'ils nous ont montrées, donc vous voyez qu'il n'y a rien qui est
de produit qui est disponible pour qu'on puisse toucher, sentir, tout ça. Tout est caché derrière. Donc, vous voyez ici, on aura le Indica qui sera d'un côté, le Sativa de l'autre côté, des hybrides. Il y aura une antichambre où un gardien de sécurité demandera les cartes d'identité pour s'assurer que les gens qui rentrent ont l'âge de rentrer. Et il y aura des conseillers en vente qui, eux, pourront conseiller sur la sorte, la teneur en THC, la teneur en CBD, quel genre de cannabis les gens devraient consommer. Donc, la prochaine, ici, je vais essayer de voir, j'espère que ça va marcher. Voilà. C'est bon. Okay. Ah. On n'est pas de son. Il fallait mettre les 5 peut-être. Bon, ben alors je vais faire la narration. Alors voici les différents produits que vous pourrez acheter à la SQDC à partir de demain. Donc la fleur séchée ou la cocotte, l'huile, les joints pré-roulés, du cannabis moulu, du cannabis en pilule et même un atomisateur oral. C'est cute, hein? Comme un rince-bouche. Donc, voici une image de la SAQ au Québec. Donc, on parle des pastilles de goût, qui est un concept québécois pour aider les consommateurs à acheter. On aura des pastilles selon la teneur en THC et on aura différents arômes de cannabis qu'on pourra acheter. Donc, le plus typique comme le sapin ou la cerise et des plus inusités comme le carburant, la moufette ou le fromage. Donc, c'était pour vous montrer ce qu'on aura à partir de demain à la SQDC. Prochaine diapo. Donc, tout ça pour vous dire, la MPQ, donc on a fait une campagne pendant tout le débat politique, on s'est vraiment inséré dans le débat. Je pense qu'on a vraiment réussi à changer le débat, à ce que les gens, que ça soit plus juste cool d'être permissif par rapport au cannabis, mais qu'il y ait des risques réels. Et maintenant, on est dans la deuxième phase, qui est l'éducation aux jeunes. Donc, on a créé, prochaine diapo, un poster ici. J'en ai quelques exemplaires ici, s'il y en a qui en veulent. Qui, encore, c'est comme pour les parlementaires, c'est pour les ados. Donc, il faut que ça soit simple et parlant. Donc, on essaie d'expliquer que le cannabis peut affecter le cerveau, que plus on fume fréquemment, plus on fume avec une teneur élevée en THC, plus les risques de psychose augmentent. Et c'est pas banal, avec une seule utilisation, on a une augmentation de 40% du risque de psychose, mais avec une consommation régulière, ça monte de 4 fois, donc de 390%, de presque 400%. Et en bas, avec nos petits icônes, les effets que le cannabis peut avoir. Donc la démotivation scolaire, les accidents de voiture à cause de la coordination, excusez, je cherchais mon mot, les échecs scolaires et les risques de psychose. Donc, c'est là. Le poster a été tellement populaire que les pédiatres nous ont endossé, les urgentologues nous ont endossé, et récemment, la Société canadienne de psychiatrie nous a demandé d'endosser le poster et de le distribuer à travers le reste du pays. Donc, il va être distribué à tous les psychiatres canadiens. Le deuxième volet d'éducation qu'on a, c'est un PowerPoint qui est déjà tout monté, que n'importe quel psychiatre peut utiliser pour faire de la formation dans les écoles, dans les centres jeunesse. Moi, j'en donne une le mois prochain aux parents dans une école, en fait, dans l'école de ma fille. Le deal que j'ai fait avec ma fille, c'est qu'elle m'a dit « Tu peux pas faire ça dans mon école, ça va me donner une mauvaise parure. » Les parents de mes amis vont tout t'entendre, ils vont dire ta mère est pas cool. Alors je me suis entendue avec la directrice, ma fille a gradué au mois de juin. J'ai dit je te fais la présentation après la graduation de ma fille. Donc je suis cédulée pour le mois de novembre. Donc la présentation essentiellement, on commence par expliquer quelles sont les maladies mentales, qu'est-ce que c'est. Donc ça nous permet aussi de passer des messages de prévention par rapport à la santé mentale. Je vous donne un exemple. Prochaine diapo. Donc, sur la psychose, on explique qu'est-ce que c'est, on explique la prévalence, et après, dans la présentation, on explique le lien entre la psychose et le cannabis. On continue. On explique aussi quelles sont les différentes formes de cannabis. On continue. Et
qu'est-ce que le système endocannabinoïde. Donc, on explique un petit peu pour que les gens comprennent aussi les effets secondaires du cannabis. Pourquoi est-ce qu'on a faim quand on fume du cannabis? Bien, il y a beaucoup de récepteurs CB1, CB2 dans les intestins. On leur explique qu'aucune consommation n'est 100% sécuritaire. Donc, on va dans la réduction des risques. D'une part, comment est-ce qu'on peut détecter qu'une utilisation commence à être dangereuse? Et deuxièmement, comment on peut réduire les risques. Donc, pour détecter l'utilisation dangereuse, on reprend les différents troubles mentaux dont on a parlé avant, donc la psychose toxique et le cannabis. Quels sont les critères pour le trouble d'utilisation des substances? Oups, il faut que tu restes là-dessus. Oui. Faut revenir, là. Le fait que le cannabis peut mimer des symptômes dépressifs, le fait que le cannabis peut, en aigu, sembler traiter l'anxiété, mais avec le retrait, on peut avoir de l'anxiété de rebond. Comment le cannabis affecte l'apprentissage. Donc, quand on parle de est-ce qu'une utilisation est dangereuse, on vient mettre ça avec des critères. Est-ce que ça affecte ton fonctionnement dans ces différentes sphères-là? Si oui, peut-être que le cannabis est dangereux pour toi. Prochaine diapo. Après ça, comment limiter les risques? On vous dit, évidemment, la meilleure façon de limiter les risques, c'est l'abstinence, mais on n'est pas là pour vous dire de ne pas fumer. De toute façon, même si je vous le dis, vous allez fumer si vous voulez. Donc, moi, je suis là pour vous montrer comment réduire les risques si vous décidez de fumer. Donc, on parle d'attendre pour consommer si on peut, de limiter la fréquence, la quantité, de faire particulièrement attention si on a des symptômes de dépression, d'anxiété, si on a des troubles d'apprentissage, comme le TDAH, si on a des difficultés scolaires ou s'il y a de la psychose dans la famille. Et finalement, avec tout ça, même si on fume quand même, bien, chercher des produits sur le marché légal, parce qu'à ce moment-là, on va savoir au moins qu'est-ce qu'on fume, on va savoir que c'est pas coupé par d'autres choses, puis on va savoir exactement la teneur en THC qu'on est en train de fumer. Privilégier des produits à haute teneur en CBD à basse teneur en THC, parce qu'il y a même des études qui montrent que le CBD peut être antipsychotique. Consommer en lieu sûr avec des personnes de confiance. Consommez pas à l'école, vous allez vous faire mal dehors. Consommez pas sur un toit d'un édifice, vous risquez de tomber en bas. Bon, vous savez, des choses de base, là, mais des ados prennent des risques, on leur demande de minimiser les risques qu'ils prennent. Peut-être fumer dans la ruelle, c'est peut-être moins dangereux que de fumer sur un toit d'un édifice, par exemple. Consommer avec des gens en confiance, puis évidemment éviter de conduire ou faire des sports quand vous consommez. Donc, c'est des choses qui sont assez simples, mais je pense que la beauté du message, c'est de dire, on ne va pas vous dire de ne pas fumer, mais on va vous dire comment réduire les risques si vous décidez de fumer. Il y a finalement la dernière section de la présentation, elle s'adresse plus aux parents. Donc, dépendant de l'auditoire qu'on a, on choisit les diapos qu'on veut. Et celle-là, c'est comment parler aux adolescents face au cannabis. Et en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Jeunesse sans drogue qui a sorti du matériel didactique très intéressant. On ne fait que le reprendre dans notre PowerPoint. Mais vous pouvez avoir accès à tout ça sur l'Internet, là, à Canada Jeunesse sans drogue. Il y a toutes sortes de beaux tableaux sur quoi dire et quoi ne pas dire. Donc, tu devrais arrêter de fumer du pot, mais je veux que tu arrêtes. Fumer du pot, c'est stupide. Non, fumer du pot, c'est malsain. Utiliser, bon, c'est des trucs de langage, là, mais c'est une façon aussi. Il y a tout un préambule sur demander aux parents de se calmer et d'être dans un bon esprit pour parler de ça. C'est pas tout simplement en le découvrant quand on est sur le coup de l'émotion, de l'inquiétude, de la colère, de toutes les émotions qui peuvent passer par la tête quand on découvre que son ado fume. De prendre le temps de se calmer et de se questionner, c'est quoi le message que je veux donner à mon ado? Qu'est-ce que je veux qu'il retienne de ma conversation? Et quand on arrive à se centrer comme ça, ça permet d'avoir un message qui est beaucoup plus de dialogue possible avec son ado. Alors, la discussion, on va la faire à la fin. Merci. Merci à vous.